Ok, alors là, c'est un webcast un peu spécial parce que ça fait pas partie du cours. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre et de retenir ce que je vais faire. Ça, c'est des choses qu'on voit en principe en troisième année. Mais au lieu de le faire de mon côté, sans que vous sachiez, j'ai décidé de l'enregistrer comme ça. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin que le cours et puis de voir comment j'automatise cette récupération des données, cette gestion des PR et de manière plus large, cette automatisation des processus de développement, ben, vous avez de l'info ici. Donc, vous vous souvenez, le problème que j'ai, c'est que je dois traiter ces 114 PR. Et puis, si je fais ça à la main, si je fais ça en passant par l'interface web, ça va me prendre énormément de temps. Et puis, en plus, ça c'est un peu personnel, mais moi j'ai de la peine à vraiment faire de la revue en regardant l'interface web. Ici, ça va parce que c'est un petit exemple, c'est des toutes petites PR, c'est toujours les mêmes fichiers, donc ça va encore. Mais disons, j'aime bien avoir les choses dans l'idée, comme j'en ai parlé avant. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai construit. C'est une solution qui n'est pas complètement automatisée. J'utilise des scripts, j'utilise des outils. Puis après, entre-temps, je fais encore des opérations manuelles mais vous allez voir un petit peu le cheminement par lequel je passe. Donc je vais d'abord passer dans ce terminal. Donc ici vous voyez j'ai un ensemble de scripts JavaScript que j'ai écrit avec Visual Studio Code. Et puis ce que je vais faire ici c'est timeNodeIndex.js. Donc je lance Node.js qui est le runtime JavaScript et je lui demande d'exécuter un script que j'ai écrit. Puis là, vous voyez qu'il y a des choses qui commencent à se passer. Il dit qu'il récupère, il traite des PR, il traite des fichiers associés à des PR. Et puis, il y a une histoire de crédit qui, à chaque fois, est décrémentée de 1. Donc là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai lancé un script et puis le script que j'ai écrit parle à GitHub. GitHub fournit des informations au travers de ce qu'on appelle une API. Donc une API, c'est une interface de programmation. Donc je peux écrire un programme qui parle à GitHub au travers de l'API. Alors, il y a plusieurs versions de cette API. Ici, j'utilise un langage qui s'appelle GraphQL, qui va me permettre de dire, ben voilà, je suis intéressé dans certaines informations. GitHub gère plein de choses. GitHub gère des utilisateurs, des repos, des pull requests, des commits. Donc tout ça, c'est des données qu'on arrive à extraire. Et puis finalement, vous avez un graphe, puisque dans un repos, on a plusieurs PR. Dans chacune des PR, on peut avoir plusieurs commits. Et puis chacun de ces objets, si je prends la PR, puisque c'est ce qui nous intéresse, ben, il y a toutes sortes d'attributs. Alors ça c'est les filtres, mais vous avez ici, alors c'est pas, voilà, ça c'est tous les attributs. Donc il y a un numéro, il y a une description en XML, on peut avoir le nombre de lignes qui ont été ajoutées, modifiées, l'auteur. Enfin, vous voyez, il y a énormément d'informations. Euh, Quand on fait ces requêtes en GraphQL, on peut utiliser un éditeur, on peut faire ces requêtes. Donc ça, c'est ce que j'avais utilisé au départ en disant, bah, moi, ça m'intéresse d'avoir des statistiques sur les pull requests. Donc, je ne vais pas écrire ça. Si vous êtes intéressé, on peut en discuter. Mais c'est juste que vous compreniez ce qui se passe derrière les décors. Alors là, il est encore en train de travailler. Et puis, si j'affiche les fichiers, vous voyez qu'il y a ces deux fichiers ici, pullRequest.csv et pullRequestFiles.csv. Si je fais un tail-f de pullRequest.csv, tail-f c'est une commande Unix qui va afficher la fin du fichier, les lignes à la fin du fichier, -f, ça veut dire qu'il va follow
Donc il va, quand des nouvelles lignes arrivent, ben, il va les traiter. Donc vous voyez que ça c'est des informations où on a un nom d'auteur, on a un numéro de PR, la date de création, la branche, le status Travis et d'autres informations. Et puis si je fais un donc ls-lrt-f pull request files.csv, là j'ai carrément des informations pour chaque pull request. J'ai la liste des fichiers qui ont été modifiés. Donc ça représente un fichier modifié dans une PR. Vous voyez qu'ici il y a le chemin d'accès. Et j'ai aussi le nombre de lignes qui ont été ajoutées et supprimées. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes que je vais pouvoir exploiter pour mon processus maintenant de revue des pull requests et de merge. Donc si je reviens, ben voilà, là c'est bon, il a fini. C'est pour ça que le T-F défilait pas. Ça lui a pris 3 minutes pour récupérer les informations. Ce fichier CSV, si je le lis à la main, ça va pas être évident. Donc c'est là où c'est intéressant d'utiliser des outils. Et j'ai ici cet outil qui s'appelle Tableau, que vous pouvez télécharger et utiliser avec une licence étudiant. C'est un outil qu'on peut utiliser pour analyser et visualiser des données. Donc je vais revenir ici, je vais rafraîchir, il me dit que j'ai 469 lignes. Alors si je fais laisse-moi-lrt, c'était lequel? C'était pull request file, donc si je fais 4 pull request files word count -l pour avoir le nombre de lignes dans ce fichier, j'ai 470, il y a la ligne d'entête avec le nom des colonnes plus 469 enregistrements, donc il a bien mis à jour. Donc ça, c'était les visualisations que j'avais circulées sur Telegram. Dans la première, on voit le nombre de PR qui ont été ouvertes par tranche horaire. Donc ici, par exemple, le 18 février, entre 2h et 3h, il y a 10 PR qui ont été ouvertes. Ça, c'est le labo de jeudi matin, où on voit que 24 PR ont été ouvertes entre 9h et 10h. Et puis les dernières, eh bien, on voit que le 23, c'est aujourd'hui ça? Le 23, c'est aujourd'hui. Donc, quelqu'un a ouvert une PR entre 9h et 10h, vient de faire ça. Alors ça, c'est intéressant. Si on vient ici, on voit que ah bah oui, il y a 25 minutes et d'inem à travailler. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment les données live. Il y avait cette visualisation ici où on a le nombre de PR qui ont été ouvertes par auteur. Celle-ci, elle est en pending, ben, c'est la PR qui a été ouverte par Edinem. Elle est en train d'être buildée par Travis, donc on ne sait pas encore si elle va réussir ou pas. Et puis ici, c'est des PR qui ont été ouvertes, mais qui ont été échouées. Donc pour moi, c'est intéressant parce que ça veut dire que je peux aller regarder ça, voir si je peux aider, puis comprendre pourquoi est-ce que la PR en question a posé problème. Là, il y a le nombre de jours différents où chaque personne a ouvert au moins une PR. J'avais expliqué sur Telegram pourquoi est-ce que je regarde ça.
ce workflow, on a vu, hein, il y a pas mal d'étapes, ça prend 10 minutes. Si c'est la première fois qu'on le fait, si on n'est pas encore à l'aise avec Git, on le fait une fois. On a vu comment ça marchait, mais on ne sait pas encore le refaire. On le fait 3 fois de suite dans la même heure. Ça commence à rentrer, mais on laisse passer 4 jours, on a oublié. Donc, pour que on l'ait vraiment assimilé puis que ça devienne un automatisme, il faut l'avoir fait au moins une ou deux fois chaque jour pendant une certaine période. Hein, donc c'est pour ça que là, ça m'intéresse de regarder, surtout la semaine prochaine, de voir est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent régulièrement, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait les 3 PR une fois, puis peut-être que c'est des gens qui connaissent déjà le workflow, puis qui n'ont pas besoin de s'entraîner, hein, donc il n'y a pas de jugement de valeur. Mais évidemment, si après, dans un test ou pendant les labos, ça pose problème, puis qu'on revient ici, puis qu'on voit, ah oui, mais en fait, le skill, la pratique n'avait pas été entraînée, on peut dire, maintenant, il faut retourner s'entraîner parce que les exercices n'ont pas été faits. Hein. Donc, c'est aussi pour sentir un petit peu, aussi de voir est-ce qu'il y a des gens qui s'entraînent tous les jours. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils veulent s'améliorer? Est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont du souci? Puis donc, ça vaut la peine après de leur poser la question et puis de confirmer qu'à la fin des 2 semaines, tout est en ordre. Il y a 53 personnes, dont moi, qui ont ouvert des PR. Donc, il y a encore pas mal de gens qui n'ont pas commencé à ouvrir des PR. Ça, c'est un tout petit peu inquiétant. Alors, bon, c'est clair que les webcasts sont longs. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont regardé. Pourquoi est-ce qu'il y a 53? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des soucis? Ou bien c'est parce que les gens n'ont pas commencé à travailler? Vous voyez, ça ici, c'est assez utile pour moi parce que je sais que je vais devoir vérifier ce point-là. Finalement, puis c'est là où je vais arriver sur mon étape maintenant, qui est que je veux commencer à intégrer les PR. Vous voyez qu'ici, il y a cet attribut, je peux afficher les PR qui sont dangereuses, qui sont faciles à merger, puis celles qui sont un petit peu entre deux. Alors, d'où est-ce que ça vient cet attribut? Ça, c'est des règles que j'ai définies. Donc, si on vient regarder la formule, si dans une PR, quelqu'un a modifié un fichier qui est dans un chemin d'accès qui contient Wassadigi, ça veut dire que la personne soit a rajouté une classe dans mon package, soit a modifié un de mes fichiers, c'est pas bon. D'accord? Ça veut dire qu'il y a eu une erreur de manipulation ou il y a eu un oubli. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir merger. Et vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de truc qui m'obligerait d'aller dans l'interface web, de faire super attention que les fichiers, puis c'est pas facile à lire. Donc là, j'ai un moyen automatique de flaguer les PR, puis dire non, non, le package a été pollué, entre guillemets, ou quelqu'un a modifié le pom.xml. Souvent, c'est en faisant une manipulation dans IntelliJ, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, et puis le fichier est modifié, mais je veux pas ça. D'abord parce que j'ai fait un pom.xml avec une intention bien claire, donc j'ai pas envie d'accepter n'importe quelle modification. Et puis surtout, s'il y a plusieurs personnes qui font ça, ça va créer des conflits. Troisième chose, je ne veux pas que vous modifiez le fichier de configuration de Travis. C'est là où je décris ce qui doit se passer quand Travis fait la vérification d'une PR. Parce que si quelqu'un désactive l'exécution des tests, juste pour que la PR apparaisse en verte, je n'ai pas envie d'autoriser ça. Donc de nouveau, au lieu de devoir détecter manuellement, non, là je peux facilement flaguer. Donc si ces règles-là sont violées, je considère que la PR elle est dangereuse,
Puis là, il va falloir que j'aille dans l'interface de GitHub, puis c'est là où je vais donner des conseils aux étudiants en disant attention, déplacez vos packages, renommez vos fichiers, retirez ce fichier du commit. Je compte le nombre de fichiers. Donc, s'il y a deux fichiers, la classe plus le test, là, c'est parfait. S'il y en a plus, ben, il va falloir regarder. Alors, il y a le problème avec les fichiers IntelliJ. Ça, c'est un souci. Mais dans certains cas, il y a des gens qui vont se retrouver avec 15 fichiers parce que quelque chose s'est mal passé. Puis là, il y a pas mal de solutions. Donc, de nouveau, ça, c'est des choses que je dois traiter à la main. Puis tout le reste, ben, je peux les flaguer comme facile. Facile, ça veut dire que là, je peux essayer de merger ça, prendre toutes les PR qui sont easy, les merger sur une branche review, ouvrir ça dans IntelliJ, et puis si je suis content, merger ça sur master en un seul bloc. Donc, on va prendre ici celles qui sont en easy. Vous voyez ici qu'il y a cette commande git pull, l'URL du fork et le nom de la branche. Ben, ça, c'est quelque chose que j'ai défini moi-même avec une formule. Mais dans la formule, j'utilise des informations que j'ai extraites dans mon script GraphQL. Donc, quand je parle à l'API de GitHub, je peux récupérer ces infos pour les PR. Alors, ici, il y a une opération manuelle qui n'est pas top. D'ailleurs, ça... on va copier les données. Non, il faut que je prenne ça. Non, pas comme ça. Là, j'ai pas forcément la meilleure façon de faire les choses. J'avais réussi avant à faire. Ouais, donc si je sélectionne, on va venir ici. On prend ça. Voilà. Et puis, si j'ai ça, je peux le copier. Je vais revenir dans mon repos. Je vais venir dans Analytics. Je vais créer un fichier que je vais appeler pool PRs, que je rends exécutable. Je l'édite, je colle. Alors là, il faut que je fasse attention parce que vous voyez, il y a pour le moment des lignes qui sont à double parce que dans mon document tableau, chaque ligne, ça représente un fichier. Donc si une pierre a deux fichiers, je vais avoir deux lignes. Ah. Donc si je fais 4 poules PRS, que je pipe ça dans sort-u, on va faire ça comme ça.
Voilà, ici c'est bon. Donc ce que j'ai fait, hein, juste pour expliquer la commande, ici j'ai affiché le contenu de ce fichier. Et puis avec sort-u, je trie les lignes par ordre alphabétique, et -u, c'est pour enlever les doublons. Et le résultat, je le passe dans ce nouveau script. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire un rm de pool prs.sh chmod 755 poolpr.sh. Alors là, je l'ai fait pour la première fois en live. Je ne l'ai pas encore testé. Hein, donc on va voir si ça fonctionne. C'est pas exclu que j'ai oublié de faire quelque chose. Donc si je fais un git status, je suis sur master. Je vais faire un git checkout -b. Et puis je vais appeler ça mass review branch. Je vais regarder, donc ici je fais un git pull de la branche. Donc on va regarder si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ça sera... Ah ben vous voyez, non. Si, ça marche. Bon, là, il va me demander une confirmation, enfin de faire un commit de merge pour à chaque fois. Ça, j'aurais aussi pu automatiser. Mais on va... Là, je vais y aller. Je vais peut-être mettre en pause. Ok. Alors là, j'ai fait, c'était un peu pénible de devoir valider à chaque fois. Ça fait une partie des choses que je vais devoir améliorer. Maintenant, si je viens dans mon éditeur, c'est intéressant puisque on voit qu'il y a plein de packages qui ont été rajoutés. Là, il y a quelque chose tout à coup qui me saute aux yeux que j'avais pas anticipé. C'est les gens qui ont un point dans leur ID GitHub. Mais puisque l'APR a passé, ça n'a pas dû poser un problème. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un package supplémentaire. Mais j'avais pas pensé à ça. Et puis, quand j'ai fait les merges, il y a une chose qui m'a un peu interpellé. Je vais vous montrer ça. Si j'exécute tous les tests. Donc là, on voit que... Voyez, là, ici, Casanière. Alors, c'est du code Java valide. Hein. Ce qui m'a interpellé, c'est ce caractère gras. C'est pas idéal de mettre des accents, juste pour une raison. Pensez que le code il va être maintenu par des gens qui sont peut-être dans des pays différents, qui ont des claviers différents. Savoir utiliser les accents. Imaginez vous recevez du code qui a été écrit en Chine et puis il y a des caractères chinois dans les identifiants. Vous allez être un petit peu emprunté pour modifier le code. Bon, là je vais le merger, c'est juste une remarque que je fais. Évitez de mettre des accents dans vos identifiants Java. Donc là c'est bien,
c'est même très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est revenir sur le repos. Donc, je vais faire, si on fait un git log ou un git status, là c'est bon. Si je fais un git checkout master, je peux maintenant faire un git merge de mass review branch. Et puis on a ici tout l'historique. Et donc si maintenant je fais un git push origin, je vais renvoyer tout ça vers master. Donc chez moi c'est upstream. Et puis si je reviens ici, le dernier commit, c'est un commit qui... tiens, ça c'est étonnant d'ailleurs. Il date de quand? 4 minutes. Pourquoi est-ce qu'il y a juste 2 fichiers? Ça c'est étonnant. Ça c'est étonnant. Vous voyez que le nombre de pull requests ici tiens, ça c'est étonnant aussi. Ah, vous voyez, là il y a GitHub qui... Ok, d'accord. Donc en fait, ici, on voit l'ensemble des commits. Donc c'est toutes les feature branches que j'ai mergées. Et puis, du coup, si on regarde celles qui ont été mergées, c'est celles que je viens de faire. Donc, vous voyez ici, je suis parti du principe que c'était du code simple. S'il y avait 2 fichiers qui étaient modifiés et puis que les tests passaient, j'avais pas besoin d'aller relire et inspecter chaque code, chaque PR. Puis maintenant, il me reste quand même 39 PR où il y a soit des erreurs. Bon, il y a justement ces commits de fichiers IDA qui est un cas un peu particulier. Et puis après, il va y avoir, je pense, une dizaine de PR où là, je vais devoir demander des modifications. Donc, vous voyez un petit peu la démarche. Je vous montre ça pour vous expliquer un petit peu quand on vous dit qu'on regarde ce que vous faites, que vous compreniez le genre de choses qu'on fait, puis que c'est pas pour espionner, mais que c'est pour comprendre la vitesse à laquelle vous faites les choses, puis pouvoir faire les choses dans un temps raisonnable. Puis après, de manière plus large, c'est pour vous donner aussi un sens qu'on peut automatiser plein de choses avec ces outils comme GitHub. Là, on le fait dans le contexte d'un cours, mais c'est clair que quand vous avez une équipe de développement, ou c'est vrai aussi pour la partie opération, de plus en plus, on va utiliser ces API, on va utiliser des scripts pour automatiser les choses. Donc, j'espère que ça donnera envie à certains d'entre vous de faire la même chose. Voilà, alors je vais stopper le webcast ici.